Et si je te disais que le génie n'est pas un don, que les personnes que tu admires, celles dont l'intelligence semble surgir naturellement comme une source intarissable, ne sont pas nées différentes de toi, mais ont simplement appris quelque chose que personne ne t'a jamais enseigné. Et si cette croyance que tu portes depuis l'enfance, je ne suis pas fait pour ça, certains ont le cerveau pour ça et pas moi, était exactement le verrou qui t'empêche d'accéder à ta propre puissance. Intellectuelle, le génie n'est pas une naissance, c'est une pratique, et ce que tu vas apprendre aujourd'hui va te demander de tout remettre en question. Pense à Julien, 28 ans, travailleur, honnête, déterminé. Il lit des livres, suit des formations, écoute des podcasts. Il consomme de l'information à une vitesse vertigineuse. Mais quelque chose ne va pas. Les idées ne s'assemblent pas. La mémoire lâche au mauvais moment. Les connexions qu'il voudrait faire entre les sujets restent floues, comme des silhouettes dans le brouillard. Il se dit « Je travaille pourtant dur ». Et c'est vrai. Mais travailler dur n'est pas travailler intelligemment. Et la différence entre ces deux approches, c'est précisément ce qui sépare celui qui accumule des informations de celui qui produit des idées. Julien ne manque pas d'intelligence, il manque de méthode. Il nourrit son cerveau sans jamais lui apprendre à digérer. Et ce problème est universel. Nous vivons dans l'ère de l'information, la plus abondante de l'histoire humaine, et pourtant nous produisons moins de pensées originales que jamais. Pourquoi? Parce que consommer n'est pas penser, parce que lire n'est pas comprendre, parce que mémoriser n'est pas intégrer. Le neuroscientifique Stanislas Dehaene, dans ses recherches sur la cognition, a montré que le cerveau humain n'enregistre pas l'information passivement. Il la reconstruit activement à chaque fois qu'il y accède. Autrement dit, ton cerveau n'est pas un disque dur. C'est un sculpteur. Et chaque fois que tu apprends quelque chose, tu sculptes une nouvelle architecture mentale. Mais si tu ne lui donnes jamais les bons outils, si tu ne lui enseignes jamais les bons gestes, il sculpte n'importe comment. Et le résultat ressemble à du chaos. Aristote, le plus grand penseur de l'Antiquité grecque, ne lisait pas pour mémoriser. Il lisait pour questionner. Pour chaque idée qu'il rencontrait, il se demandait « Qu'est-ce que cela implique ? Qu'est-ce que cela contredit? Comment cela se connecte-t-il à ce que je sais déjà ?» Ce n'était pas de l'arrogance intellectuelle, c'était de la rigueur. Et c'est cette rigueur, cette habitude de l'interrogation active, qui lui a permis de produire une œuvre qui a structuré la pensée occidentale pendant 2000 ans. Leonardo da Vinci, lui, tenait des carnets, des centaines de pages d'observations, de questions, de connexions entre des domaines apparemment sans rapport. Anatomie, architecture, peinture, hydraulique, optique. Son génie ne venait pas d'une capacité mystérieuse, il venait d'une pratique quotidienne de connexion transversale entre des univers différents. Il entraînait son cerveau à voir des patterns là où les autres ne voyaient que du désordre. Et cette capacité, elle n'était pas innée, elle était cultivée. Voilà la révélation que tu dois saisir maintenant. Le génie n'est pas un état, c'est un entraînement, et cet entraînement a un nom. Appelons-le la forge cognitive. La forge cognitive, c'est l'ensemble des pratiques délibérées qui transforment un cerveau ordinaire en un cerveau capable de pensée profonde, de mémoire puissante, de créativité réelle et de connexion inattendue. Ce n'est pas magique, ce n'est pas réservé à une élite, mais ça demande quelque chose que peu de gens sont prêts à donner, de l'intentionnalité. Le premier pilier de la forge cognitive, c'est l'apprentissage actif. La grande illusion de notre époque, c'est de confondre la consommation avec la compréhension. Tu regardes une vidéo, tu crois avoir appris, tu lis un chapitre, tu crois avoir compris, mais ton cerveau n'intègre réellement une information que lorsqu'il est forcé de la reproduire, de l'expliquer, de l'appliquer. Les chercheurs en sciences cognitives appellent cela le testing effect, l'effet de test. Chaque fois que tu tentes de rappeler activement une information sans la regarder, ton cerveau renforce les connexions neuronales qui y sont associées. Pas de manière marginale, de manière exponentielle. Apprendre sans tester, c'est remplir un seau percé. La vraie question n'est pas
Ai-je lu ça? Mais puis-je l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien? Richard Feynman, le physicien prix Nobel, avait compris cela instinctivement. Sa méthode, que l'on appelle aujourd'hui la technique Feynman, repose sur un principe simple. Si tu ne peux pas expliquer un concept dans des mots simples, c'est que tu ne l'as pas vraiment compris. Prends n'importe quelle idée que tu veux maîtriser et explique-la comme si tu parlais à un enfant de 10 ans. Là où tu butes, là où les mots manquent, là où tu patines, c'est exactement là que se trouvent tes lacunes réelles. Et c'est là que commence le vrai apprentissage. Le deuxième pilier, c'est la mémoire architecturale. La mémoire n'est pas une capacité fixe, c'est un muscle. Et comme tout muscle, elle répond à l'entraînement. Les Grecs anciens utilisaient une technique qu'ils appelaient le palais de la mémoire, la méthode des loci, pour retenir des discours entiers, des listes infinies de faits, des arguments complexes. Le principe, associer chaque information à un lieu physique dans un espace imaginaire que tu connais parfaitement. Ton cerveau est câblé pour la géographie et la narration, pas pour les listes abstraites. Quand tu lui donnes une information habillée d'une image, d'une émotion, d'un lieu, il la retient avec une puissance déconcertante. La mémoire est une question d'architecture, pas de capacité brute, et tu peux construire cette architecture brique par brique dès aujourd'hui. Le troisième pilier, c'est la pensée transversale. Les esprits les plus brillants de l'histoire ne se sont pas spécialisés dans un seul domaine. Ils ont cultivé des connexions entre plusieurs univers. Darwin n'a pas inventé la théorie de l'évolution en biologie seule. Il s'est inspiré de l'économiste Malthus pour comprendre la compétition entre espèces. Einstein a résolu des problèmes de physique en jouant du violon, parce que la musique activait des régions de son cerveau qui lui permettaient de voir les problèmes différemment. Steve Jobs a révolutionné le design technologique grâce à un cours de calligraphie. La pensée transversale, c'est l'art de voler intelligemment dans des domaines qui ne sont pas les tiens et de rapporter chez toi des outils que personne d'autre dans ton domaine ne possède. Lis de la philosophie si tu travailles en marketing. Étudie la stratégie. Militaire si tu es entrepreneur. Apprends la musique si tu écris. Ton cerveau fait des connexions là où tu l'autorises à voyager. Le quatrième pilier, c'est la récupération cognitive. Voilà quelque chose que presque personne ne te dira. Le cerveau ne se développe pas pendant l'effort. Il se développe pendant le repos. Les neurosciences ont identifié ce qu'on appelle le réseau par défaut. Un état cérébral actif, précisément quand tu ne fais rien de précis, quand tu marches, quand tu rêvasses, ou quand tu te douches. C'est dans cet état que ton cerveau intègre les informations apprises, crée des connexions inattendues, produit des insights. Archimède n'a pas trouvé son principe dans sa bibliothèque, il l'a trouvé dans son bain. Newton n'a pas découvert la gravité en étudiant, il a laissé son esprit errer sous un pommier. Le vide n'est pas de la paresse, le vide est un laboratoire. Et si tu remplis chaque silence avec du bruit, tu prives ton cerveau de son meilleur temps de travail. Le cinquième pilier, c'est l'écriture comme pensée. Les plus grands penseurs de l'histoire écrivaient, pas pour publier, pour penser. Nietzsche, Darwin, Einstein, tous tenaient des journaux, des carnets, des notes fragmentaires. Parce qu'écrire, c'est forcer ta pensée à se confronter à la réalité. Une idée floue dans ta tête semble souvent brillante, mais dès que tu essaies de la formuler par écrit, ces failles apparaissent. Écrire, c'est débugger ta propre pensée. C'est la plus puissante des pratiques intellectuelles et la plus sous-estimée. Pas besoin d'écrire bien, il faut écrire vrai, il faut écrire régulièrement. 10 minutes par jour de pensée écrite vaut mieux que 10 heures de consommation passive. Et maintenant, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Tu sais ce que tu viens d'entendre, tu sais que ces piliers ont du sens, tu sais qu'il y a là quelque chose de réel, mais une partie de toi résiste. Elle dit « c'est compliqué, je n'ai pas le temps, je commencerai quand? Ma vie sera plus stable. » Et je vais te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas envie d'entendre. Ta vie ne deviendra jamais plus stable si ton cerveau reste fragmenté. La clarté ne vient pas des circonstances, elle vient de l'entraînement.
Et le coup de ne pas entraîner ton cerveau, c'est de passer ta vie entière à réagir plutôt qu'à créer, à suivre plutôt qu'à guider, à consommer les idées des autres plutôt qu'à produire les tiennes. Pense aux décisions que tu as prises cette année. Combien étaient vraiment les tiennes, fruits d'une pensée claire, profonde, originale, et combien étaient des réflexes, des imitations, des réponses automatiques à un environnement que tu n'as jamais vraiment questionné. Le cerveau non entraîné ne pense pas, il réagit. Et dans un monde de plus en plus complexe, rapide et compétitif, réagir n'est pas suffisant. Il te faut penser, vraiment penser. Julien, tu te souviens de lui, a fait un choix. Il a arrêté de consommer pour commencer à créer. Chaque soir, au lieu de regarder une vidéo de plus, il prenait 10 minutes pour écrire ce qu'il avait appris dans la journée avec ses propres mots. Chaque semaine, il choisissait une idée d'un domaine étranger au sien et cherchait comment elle s'appliquait à sa vie. Chaque mois, il essayait d'expliquer un concept complexe à quelqu'un qui n'y connaissait rien. Petit à petit, les connexions ont commencé à apparaître. Les idées ont commencé à se former. Et 6 mois plus tard, Julien avait développé une façon de penser qui lui permettait de résoudre des problèmes que ses collègues trouvaient insolubles. Pas parce qu'il était devenu plus intelligent, parce qu'il avait entraîné ce qui était déjà là. C'est ça, la vérité sur le génie. Ce n'est pas une élévation vers quelque chose d'autre. C'est un retour à toi-même, à cette version de toi capable de profondeur, de clarté, de création. Elle existe. Elle a toujours existé. Elle attend simplement que tu lui donnes les conditions pour s'exprimer. Chaque grand penseur a commencé quelque part. Chaque architecture mentale remarquable a été construite pierre par pierre, jour après jour, dans la pratique silencieuse et délibérée de celui qui a décidé de prendre son intelligence au sérieux. Et toi, tu peux faire la même chose. Pas demain, maintenant. Si ce voyage t'appelle, si quelque chose en toi reconnaît ce que tu viens d'entendre, alors laisse un commentaire avec ces mots. Je forge mon cerveau, pas pour moi, pour toi, pour marquer un moment comme le début de quelque chose de différent. Et si tu veux continuer à explorer le pouvoir de l'intelligence, de la psychologie du dépassement et de la construction d'un esprit souverain, alors rejoins cette communauté, parce que c'est exactement ici que nous bâtissons ensemble des esprits qui ne se laissent plus distraire, manipuler ou limiter. Ton cerveau est la seule arme que personne ne peut te voler. Apprends à t'en servir, avant que le monde décide de s'en servir à ta place.